Bonjour. Donc, je suis Mylène Bouchard, directrice littéraire et cofondatrice des éditions La Peuplade. Très heureuse d'être ici. Donc, accompagnée de celui qu'on n'a plus besoin de présenter, donc Julien Delorme, notre directeur commercial, et Sébastien Duluth, donc auteur d'un roman qu'on présente aujourd'hui, qui est arrivé tout frais de Montréal hier. Donc, voilà, donc on a le roman de Sébastien Duluth à la rentrée, donc Amiante, qui va sortir au mois d'août. Un grand roman émouvant sur l'enfance et aussi donc qui est un premier roman et un autre premier roman donc en traduction du néerlandais, donc Toby Lachmacher, qui va sortir début septembre. Donc Ma sexualité en toutes lettres. On va d'ailleurs donc en parler, commencer par ce titre-là. Donc, on est dans ce livre avec Sophie Lachmacher, donc qui nous raconte, en fait, qui nous relate son histoire sexuelle et intellectuelle. Donc, de cette dernière, elle s'écarte constamment. C'est une jeune femme de 18, tantôt de 18 ans, de 20 ans, de 25 ans, qui cherche, en fait, ses contours et qui, par ailleurs, n'entre pas dans les standards de beauté, qui va faire un pied de nez à tout ce qui est convenu, aux stéréotypes culturels, disons, à ce que tout le monde fait de la même façon, donc, mais tout en cherchant aussi elle-même une manière, donc sa manière de faire les choses. C'est un livre, en fait, sur ces facteurs de stress qu'elle dit. Donc, il y a une angoisse permanente dans ce livre. Par exemple, donc, elle nous fait l'histoire de son dépucelage, puis ensuite, on va avoir le récit de sa première relation avec une femme. Et donc, elle cherche dans tout ça aussi à triompher des hommes et pour vouloir même en devenir un elle-même. Donc, elle aura un stress quand elle parlera de ce désir à ses parents qui vont tout de suite changer de sujet. Donc, c'est pas un roman sur la transition, mais il y a ça qui est un peu partout aussi. Donc, voilà, je vais laisser Julien en dire un peu plus. Alors, Ma sexualité en toutes lettres, donc qui est traduit du néerlandais par Daniel Cunin, qui est un traducteur que vous avez dû voir sur pas mal de couvertures de grands noms de la littérature néerlandaise. Vous aurez remarqué au passage qu'on fait un petit polish des maquettes des couvertures. On a décidé de faire plus flash, plus pop, de changer le titre et puis de la titraille et puis de trouver aussi des illustrations qui vont bien éclater sur les tables. Ma sexualité en toutes lettres, en fait, ça commence comme un épisode de Sex Education. Et Sophie, on voit bien que ce qui lui a gâché la vie, avant tout, c'est les hommes et puis ensuite les femmes. Parce qu'elle n'est pas plus tendre avec les uns et avec les autres. Et la première partie du livre, qui est en 3 parties, commence vraiment avec une mauvaise foi assez crasse de sa part et quelque chose d'assez délicieux. Alors, Mylène parlait des angoisses. Les angoisses, elle les résout aussi en littérature avec beaucoup d'humour et beaucoup de drôlerie. Hein. On n'est pas dans un livre sombre. On est dans un livre qui a un sujet intense, mais qui le traite au premier abord avec une grande légèreté. Ça commence vraiment comme un épisode de la série Sex Education, par exemple. Donc voilà, elle est d'une grande mauvaise foi tout le début du roman, et puis à la deuxième partie, elle reconnaît quand même qu'elle-même n'a pas été très brillante dans ses relations, et donc on va avoir droit à une espèce d'autocritique. Et puis la troisième partie va prendre encore en densité, et ça va se terminer sur, et ce que je pense de Ma sexualité en toutes lettres, c'est que c'est le grand roman sur l'amour des jeunes en Europe au XXIe siècle. Les jeunes qui se débattent avec les questions du genre, les questions de la sexualité. Et effectivement, la transition qui est évoquée à la fin du livre, c'est pas un bouleversement, c'est pas le résultat d'un traumatisme, c'est juste le désir, comme Toby Lachmacher le dit, de devenir un peu plus garçon et un peu moins femme. Donc c'est quelque chose, la transition est un non-événement. Donc par rapport à ça, moi je trouve que c'est un pendant assez fabuleux à ce titre de Transmania qui en ce moment fait beaucoup parler de lui. Là on est vraiment dans le truc, non, la transidentité en fait c'est juste un outil pour certaines personnes pour pouvoir s'émanciper et pour pouvoir être un peu plus eux-mêmes. Donc voilà, Ma sexualité en toutes lettres, c'est un titre extrêmement drôle qui commence extrêmement léger et puis qui ramène la profondeur au fur et à mesure. Et je pense que c'est un très grand roman générationnel. 70 000 exemplaires vendus aux Pays-Bas, des critiques
dithyrambique en Angleterre. Il est traduit aussi en allemand, en italien. Ça fonctionne super bien partout. Et voilà. Et ça sort premier office de septembre, pardon. Oui, on a commencé par le deuxième. On revient donc à la mi-août avec la sortie de Amiante de Sébastien Duluth. Moi, je vais juste planter le décor un peu de ce roman. Donc, on peut imaginer les lieux. On est dans une ville industrielle du Québec qui s'appelle Thetford Mines, donc dans une ville minière industrielle. Et donc, on va sillonner le quartier, un quartier très proche donc d'une très grande mine à ciel ouvert. Donc, vraiment, il faut imaginer le décor surréel, un décor assez hostile, même dangereux, notamment pour des enfants qui iraient jouer sur ces territoires-là. Donc, on a dans Amiante un duo d'enfants, justement, donc, qui se rencontrent. C'est Steve Dubois et Charles Élie, donc, qu'on appelle aussi le petit poulain. Donc c'est Charles-Élie Poulain. Et donc, eux vont se rencontrer, vont avoir une amitié instantanée. Donc, c'est vraiment l'amitié parfaite de l'enfance. Et pour un peu pallier à cet environnement, finalement, vont avoir leurs aventures d'enfants, vont construire des cabanes dans la Pinède et devenir des vrais architectes de cabanes forestières. Et donc, ils vont avoir leur album de catastrophes, notamment. Donc, c'est une histoire qui se déroule dans les années 80-90. Donc, on a l'année 1986 où, dans l'album de catastrophes, il y a plein de choses qui se passent, des crashs d'avions, il y a l'explosion de Tchernobyl. Puis, on va aussi assister dans une partie à l'explosion de la navette Challenger, donc, donc, on retrouve les résidus un petit peu sur la couverture du livre, donc, dans le ciel bleu. De ses étés d'enfance. Puis voilà, donc on va écouter Sébastien sur son livre et son projet. Puis à toi. Merci. Tu mets le temps. Merci, je suis ravi d'être devant vous cet après-midi. C'est un honneur, vraiment. Amiante, c'est un projet qui m'a obsédé pendant 3 ans et demi. Le roman s'est vraiment formé devant mes yeux lorsque j'ai réuni 2 pistes que j'avais envie d'explorer. La première, c'est cette amitié-là dont Mylène parlait entre Steve Dubois et son meilleur ami. Steve est un enfant anxieux, refermé sur lui-même, très craintif de tout. Au fil du roman, on découvre pourquoi. Et il se lie d'amitié avec Charles Élie, donc le petit poulain, qui est tout à fait l'opposé. Il est volatile, impulsif, très créatif, très aventureux aussi. Et il permet à Steve d'exprimer tout ce qu'il n'est pas ou qu'il ne parvient pas à devenir. C'est presque un fantasme de lui-même. Et l'autre élément que j'avais envie d'explorer, c'est un territoire que j'ai bien connu comme enfant adolescent, Thetford Mines, et particulièrement un quartier, le quartier Mitchell, qui est le plus près de la mine. Les mines, en fait, ce sont d'immenses cratères creusés, dynamités chaque jour aussi. Ça secouait le quartier. C'est un quartier qui est aussi à l'écart de la ville, qui n'est pas une grande superficie, mais c'est quand même déjà un peu à l'écart. Et comme Mylène le disait, c'est un territoire vraiment dangereux. Déjà, on a appris que l'amiante, c'était bien beau au début. C'est un isolant parfait, c'est ininflammable, mais c'est aussi cancérigène, accessoirement. Donc, le roman se passe au début de la fin pour les mines là-bas. Donc, une espèce de violence ambiante, là, de morosité qui pèse sur la ville et qui pèse, entre autres, aussi jusque dans la famille de Steve. Le père est violent avec Steve. Pour l'époque, on dirait presque que c'est une violence ordinaire, des tapes, des fessées, ni plus ni moins. Mais ça vient avec de l'humiliation aussi. Et ça participe à vraiment créer une peur, du père d'abord, mais une peur généralisée là, qui marque la psyché de Steve. Et outre ces territoires-là qui sont vraiment dangereux, et pour l'anecdote, il y a une avalanche à un moment donné là, qui est mentionnée dans le livre. C'est vraiment arrivé où on a sauvé un ami d'une petite avalanche l'hiver là, sur ces collines-là. C'était vraiment strictement interdit d'y aller, mais évidemment, on passait nos étés là. On faisait du motocross sur les collines de résidus là, qu'on appelait des dompes. Parce que l'amiante est sortie, la fibre est extraite et le reste est broyé, puis simplement accumulé. On rase des bouts de forêt pour faire ces collines. Et c'est vraiment là où le roman m'est apparu parce que la métaphore d'amiante pouvait commencer à travailler. C'est-à-dire que l'amitié de Steve avec le petit poulain, c'est un abri qu'il protège, entre autres du climat familial, mais de tout en général. C'est un abri pour lui, c'est un isolant. Mais qui dit isolant dit aussi isolé.
Et ce que j'ai voulu faire aussi, peut-être par pure cruauté, mais c'était d'arracher cette amitié-là à Steve brutalement, lui faire vivre cette expérience-là. Je vais taire les détails là, du drame, mais c'est une situation tragique qui fait en sorte que cette amitié-là disparaît de la vie de Steve. Et la première partie du roman se clôture sur ce drame. On retrouve Steve 6 ans plus tard, à l'âge de 15 ans. Il est adolescent, il est troublé pour le moins. Il porte en lui une immense culpabilité. Il a l'impression d'avoir été responsable de ce qui a créé la fin de la rupture brutale de cette amitié-là. Il porte cette culpabilité-là. Et comme j'ai voulu travailler la deuxième partie, on réalise que j'ai essayé de donner des échos. Chaque chapitre répond à un chapitre de la première partie, symboliquement du moins, et presque tous les chapitres contiennent des flashbacks aussi qui créent des effets miroirs entre le flashback et le chapitre principal. Tout ça fait écho à la dualité première qui est l'amitié brisée. Et donc, transposé à l'âge de 15 ans, l'amitié qui occupe la vie de Steve, c'est celle avec une fille qui s'appelle Cindy, qui a un impact complètement différent de Charlie Lee sur la vie de Steve, mais très positif aussi. Sert plutôt à l'ouvrir, Steve, sur ses désirs adolescents, à peu près normaux. Comme tout adolescent, il a envie d'embrasser quelqu'un éventuellement, c'est pas trop qui. Il y a aussi des pulsions de rébellion, encore là, assez informes, jusqu'à temps que Cindy, tranquillement, l'aide à préciser ces choses-là. Et cette amitié-là naît dans le contexte où Steve vit un autre drame important, dont je vais taire les détails aussi, vous découvrirez peut-être, mais c'est un drame majeur aussi qui fait en sorte que vraiment, là, Steve perd tous ses repères complètement. Et là, il va être troublé à un point où tout ce qu'il ressent est avec une intensité absolue, même les grandes joies deviennent une espèce de noirceur nihiliste. Il y a vraiment, c'est ça, une perte totale des repères. Et ça culmine en une scène métaphoriquement explosive, disons. Et c'est là tout l'enjeu, finalement, comment se rebeller, comment essayer de faire brûler un milieu, faire exploser une ville qui, par essence, ne brûle pas. Donc voilà, j'espère que vous le lirez, j'espère que vous apprécierez. Merci, Paris. Je vais rajouter quelques mots pour clôturer. Vous l'avez vu, c'est la 7e rentrée de la Peuplade. C'est la première année. Il y a 2 ans, quand on vous avait proposé Les marins ne savent pas nager, j'avais dit on passe la 2e. Là, on passe la 3e. Vous voyez, maintenant, on a un PowerPoint et un auteur qui vient en France. Amiante, moi je voudrais faire on est très friand dans nos professions de prédiction autoréalisatrice négative. La littérature étrangère, ça marche pas. Les nouvelles, ça marche pas. Moi je voudrais qu'on s'engage à faire une prédiction autoréalisatrice positive cette année. On a bien vu les dernières années qu'à la rentrée littéraire, il y a souvent de la place dans les médias, dans les prix et dans le cœur des libraires pour 1 à 2 livres québécois. On n'a jamais utilisé cette étiquette de livre québécois pour qualifier les romans de la Peuplade, même quand ils étaient écrits par des auteurs québécois. Cette fois-ci, on l'assume complètement, cette étiquette, de par l'endroit où se positionne le récit de Sébastien, et même plus que québécois, je dirais nord-américain. Alors la prédiction autoréalisatrice, c'est que cette année, le roman québécois qui sera porté au nu de la rentrée, il sera publié par un éditeur québécois et pas par un éditeur français. Et cet éditeur québécois, ce sera la Peuplade, puis ce roman, ça va être Amiante, bien sûr. Donc on compte beaucoup sur vous. Blague à part, on n'a pas souvent l'occasion, alors là, bien évidemment, vous venez d'avoir une liste de 65 chefs-d'œuvre tout au long de la journée. Je dirais que l'année dernière, je vous présentais un grand roman littéraire et un roman qui pouvait avoir un grand potentiel commercial. Cette année, on a les deux réunis en l'un. Et si Ma sexualité en toutes lettres, c'est un grand roman européen de l'amour, Amiante de Sébastien Duluth, c'est un grand roman américain de l'enfance. C'est-à-dire qu'il va évoquer, il va suggérer, il va jouer sur toutes les images mentales qu'on peut avoir, dans lesquelles nous aussi on a été baignés par les séries, notamment sur les après-midi à vélo, les jeux d'enfants, les cabanes, le carnet qu'on se constitue, toute cette espèce de nostalgie, de mélancolie des années 80, et puis après, dans les années 90, la découverte de Nirvana, et puis effectivement cette rébellion dont Sébastien parlait. Et moi je pense que Amiante, c'est un roman qui peut parler à toutes les générations, qui conjugue une écriture extrêmement forte, des dialogues qui sont percutants, et c'est là où on va retrouver vraiment la patte québécoise, on va dire, mais ça teinte tellement de manière belle le dialogue que ça ne sera pas un frein à la lecture
du tout. Et puis, on finit dans une apothéose. Moi, je voulais juste terminer cette rencontre par une formule. On a eu notre premier coup de cœur de libraire, c'est Lou, qui est libraire à la Comédie Humaine à Avignon, que certains suivent peut-être sur les réseaux. Et il avait noté cette phrase du roman, cette punchline du roman, parce qu'ils viennent de découvrir Goldorak, et ils jouent, et ils se courent après en disant un truc que je voudrais vous dire pour la fin, c'est Fulgure au point, Goldorak, tabarnak. Voilà, c'est ça le mot d'ordre. Merci.